Imaginez une ville qui ne dort jamais. New York à la fin des années 1920. Les gratte-ciels poussent vers le ciel, les usines tournent à plein régime, les journaux annoncent chaque jour de nouveaux records à la bourse. Pour beaucoup d'Américains, l'avenir ne peut être que meilleur. À Wall Street, la confiance est totale. On investit, on emprunte, on spécule. Les actions montent si vite que certains quittent leur emploi pour devenir traders improvisés. Des familles entières placent leurs économies en bourse, persuadées que la richesse est désormais à portée de main. Mais derrière cette euphorie collective, un danger invisible grandit. Le matin du 24 octobre 1929, quelque chose change. Les ordres de vente se multiplient, les cours commencent à chuter, puis la panique s'empare du marché. Les courtiers crient, les téléphones saturent, les tableaux de cotation virent au rouge. En quelques heures, des millions d'actions sont bradées. Ce jour-là, des fortunes disparaissent. Des investisseurs ruinés comprennent qu'ils ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Certains perdent tout. Pour eux, le rêve américain s'effondre brutalement. Et pourtant, ce n'est que le début. Car le crash de 1929 n'est pas seulement un effondrement boursier. C'est le point de départ d'une crise économique, sociale et politique sans précédent. Une crise qui va plonger des millions de personnes dans leur pauvreté, déstabiliser des pays entiers et transformer durablement le rôle de l'État dans l'économie. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi un système qui semble si solide s'est-il écroulé en quelques jours? Et en quoi le crash de 1929 continue-t-il, presque un siècle plus tard, d'influencer notre monde? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Dans l'Amérique des années folles, à une époque où tout semblait possible et où personne n'imaginait la catastrophe à venir. Pour comprendre le crash de 1929, il faut revenir à la décennie qui le précède, les années 1920, que l'on surnomme les années folles. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis sortent renforcés. Leur territoire n'a pas été détruit. Leur industrie a tourné à plein régime pendant le conflit et l'Europe, affaiblie, dépend désormais largement des capitaux américains. L'économie américaine connaît alors une croissance spectaculaire. Les usines se modernisent, le travail à la chaîne popularisé par Henry Ford permet de produire plus vite et à moindre coût. L'automobile devient un symbole de réussite sociale. En quelques années, des millions d'Américains s'achètent une voiture, mais aussi des radios, des réfrigérateurs, des aspirateurs. C'est l'essor de la consommation de masse. Pour permettre à chacun d'acheter, le crédit se généralise. On paie en plusieurs fois, on s'endette, mais on consomme toujours davantage. Dans les journaux, à la radio, dans les discours politiques, le message est clair. La prospérité est durable. Beaucoup pensent que les crises économiques appartiennent désormais au passé. La bourse devient le symbole de cette réussite. Entre 1921 et 1929, l'indice Dow Jones est multiplié par plus de 4. Les cours semblent jamais devoir s'arrêter de monter. Investir en bourse apparaît comme un moyen simple et rapide de s'enrichir. Mais cette croissance cache une réalité plus contrastée. Si une partie de la population s'enrichit, de nombreux Américains restent en difficulté, notamment dans le monde rural. Les agriculteurs souffrent déjà de la baisse des prix et de la surproduction. Les salaires n'augmentent pas aussi vite que la production. Les inégalités se creusent, comme aujourd'hui. La consommation repose de plus en plus sur le crédit et non sur une réelle hausse du pouvoir d'achat. Autrement dit, l'économie américaine paraît solide, mais elle repose sur des bases fragiles, un château de cartes. Et c'est dans ce contexte d'euphorie, de confiance aveugle et de déséquilibre profond que la spéculation boursière va exploser. Au milieu des années 1920, la bourse de New York n'est plus réservée aux élites financières. Elle devient un phénomène de masse. Des employés, des commerçants, des enseignants, tout le monde, parfois même des ouvriers, investissent leurs économies en actions. Certains n'y connaissent presque rien, mais une idée domine. La bourse fait gagner de l'argent, forcément. À l'origine, acheter une action signifie investir dans une entreprise, croire à son développement à long terme. Mais dans les années 1920, cet esprit disparaît peu à peu. Les actions sont achetées non pas pour leur valeur réelle, mais pour être revendues rapidement avec un profit. On ne s'intéresse plus aux résultats des entreprises, mais uniquement à la hausse des cours. C'est de la spéculation, ce n'est plus de l'investissement. Un élément clé va amplifier dangereusement le phénomène, l'achat sur marge. Concrètement, un investisseur peut acheter des actions en ne payant qu'une petite partie de leur valeur, souvent 10%, le reste est emprunté à la banque ou au courtier. Par exemple, un investisseur achète pour $1000 d'actions, il n'avance que $100 et les $900 restants sont empruntés. Tant que les cours montent, tout semble parfait. L'investisseur revend plus cher, rembourse son emprunt et empoche la différence. Mais si les cours baissent, la banque exige un remboursement immédiat. Et si l'investisseur n'a pas l'argent, il est contraint de vendre, ce qui accentue encore plus les chutes des cours. Ce mécanisme crée une véritable bulle spéculative.
Les prix des actions montent bien au-delà de la valeur réelle des entreprises. La bourse se déconnecte totalement de l'économie réelle. Certains économistes et financiers alertent sur les dangers, mais ils ne sont pas écoutés. L'euphorie collective est plus forte que la prudence. Lorsque la confiance disparaît, le système devient extrêmement fragile. Et à l'automne 1929, une simple série de doutes va suffire à faire éclater la bulle. Si la spéculation boursière joue un rôle central dans le crash de 1929, elle n'explique pas tout à elle seule. Le problème est plus profond. L'économie américaine des années 1920 est profondément déséquilibrée. Grâce au progrès technique et au travail à la chaîne, les usines produisent toujours plus. Mais cette production augmente plus vite que la capacité réelle des consommateurs à acheter. Les entrepôts se remplissent, les entreprises continuent de produire, espérant vendre plus tard, mais les débouchés manquent. Dans l'agriculture, la situation est encore plus critique. Les agriculteurs déjà endettés produisent en grande quantité, mais les prix agricoles s'effondrent. Beaucoup vivent dans la précarité bien avant 1929. En plus, la richesse créée durant les années folles est très mal répartie. Une minorité des ménages concentre une grande partie des revenus et des profits, tandis qu'une majorité voit ses salaires stagner. Cette situation limite la consommation, car une grande partie de la population n'a pas assez de pouvoir d'achat, elle ne peut pas absorber toute la production. La croissance repose donc sur le crédit et non sur une hausse durable des revenus. Le système bancaire américain est peu encadré par l'État. Les banques sont nombreuses et de petite taille. Elles utilisent l'épargne des clients pour spéculer en bourse. Il n'existe pas de garantie des dépôts. Lorsque les marchés financiers vacillent, les banques sont directement menacées. La moindre perte peut entraîner leur faillite. Tout repose sur un élément essentiel, la confiance. Lorsque cette confiance disparaît, l'ensemble du système économique devient extrêmement vulnérable. Et à l'automne 1929, cette confiance va brutalement s'effondrer. Automne 1929. Les premiers signes d'inquiétude apparaissent à Wall Street. Certains investisseurs commencent à douter. Les cours cessent de monter aussi vite. Quelques ventes massives suffisent alors à déclencher un effet en chaîne. Le jeudi 24 octobre 1929, dès l'ouverture de la bourse de New York, la panique éclate. En quelques heures, près de 13 millions d'actions sont mises en vente. Les acheteurs se font rares et les cours chutent brutalement. Les investisseurs veulent vendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais plus ils vendent, plus les prix s'effondrent. C'est la loi de l'offre et la demande. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous invite à aller la regarder. Les grandes banques new-yorkaises interviennent alors et les achètent massivement des actions pour enrayer la panique et restaurer la confiance. En apparence, la situation se stabilise, mais cette accalmie est trompeuse. Le lundi 28 octobre, la chute reprend de plus belle. Les ventes se multiplient, cette fois sans aucun contrôle. Les cours s'effondrent à nouveau. Le lendemain, mardi 29 octobre 1929, la panique atteint son paroxysme. Plus de 16 millions d'actions sont échangées. Les prix s'écroulent définitivement, des milliards de dollars disparaissent. De nombreux investisseurs sont ruinés. Incapables de rembourser leurs emprunts, ils perdent tout. En quelques jours, la bourse de New York perd une grande partie de sa valeur. La bulle spéculative a éclaté et le plus grave reste à venir. Au départ, le crash de 1929 semble ne concerner que les marchés financiers. Mais très rapidement, ces effets se propagent à l'ensemble de l'économie réelle. Lorsque la bourse s'effondre, de nombreux investisseurs sont incapables de rembourser les prêts contractés pour acheter des actions. Les banques qui avaient largement spéculé avec l'argent de leurs clients se retrouvent en grande difficulté. En plus de cela, la confiance a disparu. Craignant de perdre leurs économies, les épargnants se précipitent dans les banques pour retirer leur argent. Ces paniques bancaires provoquent des faillites en chaîne. En 1929 et 1933, des milliers de banques ferment leurs portes aux États-Unis. Pour les particuliers, cela signifie souvent la perte totale de leurs économies. Privés de crédit ou confrontés à la chute de la demande, les entreprises réduisent leur production ou ferment définitivement. Les usines licencient massivement. Les investissements s'arrêtent. L'économie entre dans une spirale négative. Moins de production signifie moins d'emplois, donc moins de revenus, et donc encore moins de consommation. Le chômage explose. Au début des années 1930, près d'un quart de la population active américaine se retrouve sans emploi. Des millions de familles basculent alors dans la pauvreté. Dans les grandes villes, des quartiers de baraques appelés Hooverville apparaissent. Les sous-populaires se multiplient. Ce qui n'était au départ qu'un crash boursier est désormais devenu une crise économique et sociale majeure. Très rapidement, la crise dépasse les frontières des États-Unis, comme toute grande crise économique. Dans les années 1920, l'économie mondiale est étroitement liée à la puissance financière américaine. Lorsque Wall Street s'effondre, c'est tout l'équilibre international qui vacille.
Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus les principaux créanciers du monde. Ils prêtent massivement à l'Europe, en particulier à l'Allemagne, pour financer la reconstruction et le paiement des réparations de guerre. Mais après le crash, les banques américaines rappellent brutalement leurs capitaux pour tenter de survivre. Privées de crédit, de nombreuses banques européennes font faillite. L'Allemagne est particulièrement touchée. Son économie déjà fragile s'effondre. Le chômage explose, la misère progresse et la colère sociale s'intensifie. D'autres pays européens comme le Royaume-Uni et la France entrent à leur tour en récession. Face à la crise, de nombreux États adoptent des politiques protectionnistes. Aux États-Unis, la loi Hawley-Smoot augmente fortement les droits de douane. Les autres pays répliquent. Résultat, le commerce international chute brutalement, les exportations s'effondrent et la crise s'aggrave encore. La Grande Dépression est désormais une crise mondiale qui touche tous les continents et déstabilise durablement l'économie internationale. Face à l'ampleur de la crise, les premières réactions des autorités américaines sont hésitantes. Le président Herbert Hoover croit encore que l'économie va se rétablir d'elle-même, mais la situation continue de se dégrader. En 1933, les Américains élisent un nouveau président, Franklin Delano Roosevelt. Dès son arrivée au pouvoir, il promet une action rapide et déterminée pour sortir le pays de la crise. Roosevelt rompt avec le libéralisme économique traditionnel. Pour lui, l'État doit intervenir massivement pour relancer l'économie et protéger les citoyens. C'est le début du New Deal, littéralement, nouvelle donne. Le New Deal repose sur 3 objectifs principaux. Secourir, relancer, réformer. Secourir les populations en difficulté, donc aide sociale, soutien aux chômeurs, programme alimentaire. Relancer l'économie, grands travaux, création d'emplois publics. Réformer le système financier, contrôle des banques, séparation des banques de dépôt et d'investissement, régulation de la bourse. Des millions d'Américains retrouvent un emploi grâce au programme public. Le New Deal ne met pas immédiatement fin à la crise. Le chômage reste élevé pendant plusieurs années. Mais il redonne confiance à la population, stabilise le système bancaire et transforme durablement le rôle de l'État dans l'économie. Le crash de 1929 a montré que laisser faire le marché sans contrôler pouvait conduire au désastre. Le New Deal marque un tournant historique. Le crash de 1929 et la Grande Dépression laissent des traces profondes et durables bien au-delà des années 1930. Pour toute une génération, la bourse devient synonyme de ruine et d'instabilité. Des millions d'Américains, traumatisés par leur perte, refusent pendant longtemps d'investir à nouveau. Les gouvernements renforcent la régulation des marchés financiers afin d'éviter le retour d'une spéculation incontrôlée. Le New Deal marque un tournant décisif. Désormais, l'idée s'impose que l'État doit intervenir pour stabiliser l'économie, soutenir l'emploi et protéger les plus vulnérables. Cette nouvelle conception inspirera de nouvelles politiques économiques au XXe siècle, notamment en Europe après la Seconde Guerre mondiale. La crise alimente la colère, le désespoir et la radicalisation politique. Dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, la misère et l'humiliation favorisent la montée des régimes autoritaires. La Grande Dépression joue ainsi un rôle indirect, mais majeur dans les bouleversements politiques des années 1930 et dans la marche vers la Seconde Guerre mondiale. Le crash de 1929 n'est pas qu'un simple accident de marché. C'est le résultat d'une combinaison dangereuse. Une spéculation excessive, un système bancaire fragile, un système économique déséquilibré et une confiance aveugle dans la croissance infinie. En quelques jours, l'illusion de prospérité s'est effondrée, entraînant le monde entier dans la plus grave crise économique du XXe siècle. Mais cette catastrophe a aussi profondément transformé nos sociétés. Elle a montré la nécessité de réguler les marchés, de protéger les citoyens et de repenser le rôle de l'État dans l'économie. Presque un siècle plus tard, le crash de 1929 continue de nous rappeler une leçon essentielle. Une économie sans règles peut s'effondrer brutalement. Comprendre cette crise, ce n'est pas seulement regarder vers le passé, c'est aussi réfléchir à notre présent et aux crises de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like et un petit commentaire. À bientôt.